Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeek. Bruno Humbeek, bonjour. Bonjour. Alors, aux éditions de Mols de Nouveau, vous avez publié un livre intitulé « L'estime de soi pour aider à grandir ». Alors, l'estime de soi, il faut savoir que c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, vous allez me dire, écrire un livre sur quelque chose qui n'existe pas, c'est un peu paradoxal, mais c'est une construction mentale. C'est-à-dire que vous ne sauriez pas me ramener une estime de soi. C'est une image. L'estime, c'est, d'ailleurs, ça vient de la boussole que les marins utilisaient pour ne pas trop se perdre en mer. C'est une boussole imprécise. Et l'estime, c'est une connaissance imprécise de soi. Ça n'impose pas une plongée dans les profondeurs comme la psychanalyse le suppose. C'est un concept qui est lié à la psychologie cognitive, qui suppose de se connaître, de pouvoir manier l'image que l'on a de soi par rapport aux autres et de maintenir tout ça dans une relation d'amour de soi suffisante. Ça veut dire qu'on doit considérer effectivement que la façon dont on se perçoit résiste à l'échec et nous permet d'oser agir. C'est ça le principe. Il n'y aurait pas de haute estime ou de basse estime de soi. Il y a une estime de soi qui est plus ou moins stable. Si vous êtes stable dans l'estime que vous avez de vous-même, vous allez oser agir de plus en plus et donc vous allez évidemment augmenter votre probabilité de voir des actions réussies, donc d'avoir des succès qui, à un moment donné, nourrissent l'estime de soi. Et en cas d'échec, vous allez relativiser en disant « c'est vrai que j'ai échoué, mais je sais faire d'autres choses ». Et donc, le cercle vicieux d'estime de soi est plus important que la hauteur de l'estime de soi. À l'opposé, un cercle vertueux de mes estimes de soi, je n'ose plus agir, je nourris plus cette estime que j'ai de moi-même, et en cas d'échec, je le généralise en me disant « il vaut mieux arrêter d'agir parce que quand j'agis, c'est une catastrophe ». Vous avez parlé d'estime de soi et amour de soi. Est-ce que c'est la même chose ou bien ce sont des concepts différents dans votre pensée? L'amour de soi est une des composantes de l'estime de soi. Si vous voulez d'ailleurs percevoir comment fonctionne une estime que l'on peut avoir de soi-même, il faut bien concevoir l'idée du miroir, par exemple. On utilise généralement un miroir uniquement, et les enfants le montrent beaucoup mieux que les adultes, on utilise le miroir pour apprendre à se connaître. Le principe du miroir, c'est « dis-moi qui je suis ». Pas « dis-moi si je suis beau ». D'ailleurs, très souvent, effectivement, les adultes confondent les deux objets. D'ailleurs, si vous faites comme la mère de Blanche-Neige le fait très bien, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Un miroir, ça parle sans réfléchir, et ça va inévitablement vous lancer un listing avec éventuellement le nom de quelques-unes de vos amies. Si vous utilisez le miroir à la fin de vous trouver la plus belle du monde, vous vous exposez à cette déconvenue. Et donc, c'est ça l'image de soi. C'est uniquement, et la connaissance de soi, c'est qui je suis et qu'est-ce que je renvoie comme image aux autres en fonction de ce que je suis. Par contre, l'amour de soi, la construction ne se fait pas dans le miroir, elle se fait dans le regard des autres, mais de ceux qui nous ont aimés de manière inconditionnelle. Si vous demandez d'ailleurs à votre conjoint, dis-moi qui est la plus belle, et que lui est aussi malotru qu'un miroir, et vous balance un listing avec le nom de vos amis dedans, vous allez voir effectivement une fracture, qui est une fracture de l'amour de soi. C'est-à-dire qu'on a tous cette prétention d'être le préféré aux yeux de quelqu'un, d'être aimé de manière inconditionnelle. C'est pour ça que Blanche-Neige, qui donne des remarquables leçons d'estime de soi aux enfants, dit « un jour mon prince viendra ». C'est nous qui avons supposé qu'il serait beau, parce qu'elle ne l'a jamais dit elle a juste dit « un jour on m'aimera ». Je suis aimable. C'est tout ce qu'on peut prétendre, effectivement, quand on a une estime de soi qui fonctionne sur ce premier socle qui serait l'amour de soi. S'il ne fonctionne que sur celui-là, il y aura des manques d'ailleurs dans les deux autres socles que sont la connaissance de soi et l'image de soi, parce qu'il faut que tout fonctionne le mieux possible. Un exemple assez typique, c'est Marilyn Monroe. Marilyn Monroe avait une connaissance d'elle-même approfondie. Elle avait des années de psychanalyse derrière elle, une image d'elle-même qui était renvoyée de manière effectivement sublime, elle était considérée comme une star, mais un amour de soi qui était très contrarié par l'idée d'avoir vécu avec une maman maniaco-dépressive qui aimait, rejetait de manière continue. Vous aviez donc à un moment donné un affaissement de l'estime de soi qui explique probablement en partie son suicide. Prenez Jean-Paul Sartre par exemple. Lui, c'est quelqu'un qui a une connaissance de lui-même, je vais dire très forte, qui a une image de lui-même très très forte et qui a un amour de lui-même préservé malgré, qu'il l'explique dans les mots, la laideur qu'il constate comme étant la sienne. Mais ça ne lui pose pas de problème parce qu'il se sait aimé de manière inconditionnelle par sa mère et ça va en faire un très grand séducteur, capable sur le plan de ses relations avec les autres de s'affirmer avec une estime de soi qui était terriblement stable, sur le plan notamment de ce socle qu'est l'amour de soi. Alors vous dites image de soi, connaissance de soi, amour de soi. Est-ce qu'il y a un ordre
L'ordre par rapport auquel vous vous construisez de manière préférentielle, chacun en a un différent. Certains vont être terriblement attentifs à l'image qu'ils ont d'eux-mêmes. Souvent, c'est des mécanismes de compensation d'ailleurs. Si vous avez un amour de vous-même qui est un peu défaillant, bien vous allez cultiver l'image de soi. Beaucoup de personnes vont utiliser la télévision, par exemple, en disant il faut que je compense en passant l'image, en étant apprécié par un grand nombre de personnes, les petites failles que je perçois dans l'amour que j'ai de moi-même. D'autres vont utiliser la connaissance d'eux-mêmes, vont beaucoup travailler pour savoir qui ils sont, quelles sont leurs qualités, leurs défauts, quels sont leurs succès, leurs échecs, et vont cultiver cette connaissance de soi parce que c'est ce qui va nourrir le mieux l'amour de soi ou l'image de soi. C'est une espèce de composante qui appartient à chacun d'entre nous et qui doit être stimulée chez chacun d'entre nous différemment par le contexte éducatif. Ce qui signifie que c'est quelque chose auquel on est attentif en permanence tout au long de sa vie. C'est une construction qui ne s'arrête jamais, qui se maintient tout le temps, à toutes les périodes de votre vie. Il y a un exemple assez frappant de différence de conception de l'estime de soi. Si vous prenez deux grandes tenniswomen belges, Kim Clijsters et Justine Henin. Si vous écoutez les interviews de Justine Henin au moment de sa carrière, après sa carrière, il semble qu'elle ait retravaillé ça de manière intense, à chaque défaite, on a l'impression qu'elle s'effondre, que plus rien n'existe, qu'elle se vit comme étant la dernière des dernières. Chaque défaite à Wimbledon était pour elle une blessure intense. Elle n'agissait pas beaucoup en dehors du tennis, ne faisait pas grand-chose, centrait tout sur le tennis, donc nourrissait très peu l'estime qu'elle a d'elle-même dans d'autres registres que celui de sa profession de tenniswoman. Par contre, Kim Clijsters avait une estime d'elle-même beaucoup plus stable. Elle a pu faire un enfant en plein milieu de sa carrière, elle pouvait multiplier les activités autres que le tennis, et en cas de défaite, elle résistait beaucoup mieux à l'échec, elle relativisait, avec une estime de soi qui ne fonctionnait pas en accordéon. C'est-à-dire très haute estime d'elle-même en cas de victoire, très basse estime d'elle-même en cas de défaite. C'est une estime de soi plus stable, c'est plus confortable pour la personne qui la supporte, c'est aussi plus confortable pour les personnes avec qui on vit. Si vous avez une estime de vous-même qui doit en permanence être nourrie par le conjoint, c'est beaucoup plus fatigant pour lui qu'une estime de soi stable, qui va résister aux toutes les petites blessures du quotidien. Il va pouvoir les métaboliser dans autre chose parce que l'estime de soi résiste aux agressions de l'autre. J'imagine quelqu'un qui nous écoute pour le moment et qui se dit, voilà, moi je n'ai pas une grande estime de moi aujourd'hui, etc. Comment est-ce que cette personne peut la retrouver ? Alors, je pense qu'elle peut la retrouver dans le regard de quelqu'un, dans le regard aimant de quelqu'un, aimant de manière le plus inconditionnelle possible. Elle peut la retrouver dans la connaissance qu'elle va avoir d'elle-même, c'est-à-dire pas une connaissance nombriliste de soi. Il s'agit simplement de cultiver une connaissance de surface. Qu'est-ce que je sais faire ? Qu'est-ce que je ne sais pas faire? Qu'est-ce que j'accepte de ne pas savoir faire? Parce qu'on n'est pas obligé d'être performant dans tout. Si vous êtes mauvais en bricolage mais que vous l'assumez, ça n'aura aucune incidence sur l'estime que vous avez de vous-même. Si par contre vous estimez qu'un homme, ça doit nécessairement être bon en bricolage, vous aurez à ce moment-là un combat permanent avec vous-même. Et donc cette connaissance de soi va supposer ce mécanisme-là, et alors l'image de soi qui va se travailler avec l'autre dans l'idée du don et du contre-don. Et donc faire des cadeaux, pas se faire des cadeaux. Parce que je le vaux bien, c'est un slogan catastrophique. Si vous voulez vous offrir un parfum, faites-le offrir par quelqu'un qui vous aime, parce qu'il pense que vous le valez bien. Vous allez nourrir beaucoup mieux l'image que vous avez de vous-même et l'estime donc que vous avez de vous-même, que si vous l'achetez pour vous faire plaisir. Donc se faire des cadeaux, et se faire des cadeaux risqués, c'est indispensable dans nos sociétés pour démontrer qu'on est dans des mécanismes de reconnaissance de l'autre et de connaissance de l'autre. Je t'aime et tu m'intéresses, c'est beaucoup mieux que je t'aime, mais je te comprends. On ne demande pas d'être compris, on demande de susciter de l'intérêt chez l'autre. Et il vaut beaucoup mieux à ce niveau-là, pour l'estime de soi, un cadeau, même pourri, parce qu'on s'en souvient, que quelqu'un qui nous dit « Tiens, je te donne de l'argent, achète ce que tu veux ». Parce qu'effectivement, la nourriture de l'estime de soi, ce sont ces mécanismes d'interconnaissance de soi qui vont nourrir l'amour de soi, la connaissance de soi et l'image de soi. Mais est-ce que ça signifie que ça, quelque part, ça ne peut pas se vivre tout seul? C'est toujours dans la relation que ça doit se vivre. L'estime de soi est un mécanisme relationnel. Alors, soit avec une relation réelle, soit virtuelle, soit passée. Mais retravailler une relation passée pour dire, mais dans cette relation-là, finalement, qu'est-ce que j'en ai pris dans l'idée que je me fais de la connaissance que j'ai de moi-même, de l'image que je renvoie à un autre et de l'amour que je suis en mesure de provoquer chez quelqu'un d'autre. Retravailler l'estime de soi peut se faire sur des relations passées. Mais c'est toujours dans la relation avec l'autre. Dans l'isolement, on ne produit rien en termes d'estime de soi et surtout, elle n'a pas beaucoup d'utilité. L'estime de soi est utile pour apprendre à aimer, pour apprendre à connaître et pour apprendre à regarder ceux qui nous entourent, pas pour simplement se sentir bien soi-même avec soi-même. Ce qui signifierait par exemple que des personnes qui n'auraient pas fait un deuil
pourraient alors vivre une difficulté d'estime de soi qui les rendrait eux-mêmes en difficulté dans des relations possibles et futures. Alors sans doute si elles n'ont pas fait le deuil du rôle qu'elles ont eu à l'intérieur de la perte qu'elles ont subie. Si vous pouvez expliquer ça, oui. Vous pouvez très bien avoir la perte d'un parent, par exemple, si vous avez le sentiment que dans cette perte, vous avez eu un rôle particulier, parce que vous n'avez pas pu l'empêcher, pour une raison ou l'autre, et certains ont l'image fantasmatique de l'idée qu'ils pourraient empêcher la mort des autres, simplement en étant présents. Je me souviens toujours de cette personne qui me dit « Je n'arrive pas à me remettre parce que le jour où mon père est mort, j'étais aux États-Unis. Si j'étais resté là, il ne serait pas mort. » Il va en permanence avoir du mal à faire le deuil de cette relation avec son père parce qu'il a du mal à faire le deuil du rôle qu'il aurait pu avoir ou qu'il s'est donné par rapport à cette situation-là. Et de nouveau, tout ça perturbe les trois socles. L'image de soi, l'amour de soi et la connaissance de soi. Et donc faire le deuil de quelqu'un, c'est aussi faire le deuil de ce qu'on était censé lui amener à l'intérieur de tout ce qu'on pouvait être en mesure de ramener. Par exemple, ce monsieur-là va devoir faire le deuil de l'idée qu'il n'est pas Dieu et que même s'il avait été présent, son père serait sans doute mort. Oui, c'est ça. Donc, ce qui veut dire aussi, c'est quelque part faire le deuil parfois un peu de son imaginaire. Bien sûr, de son imaginaire, de sa toute-puissance. L'estime de soi suppose, et chez les enfants actuellement, c'est un deuil absolument nécessaire, le deuil de la toute-puissance. Bien sûr que je vais vivre des choses tristes, bien sûr que l'amour et la mort, je ne contrôlerai pas tout ce que ça va produire chez moi, et il faut accepter ce mécanisme-là. Les enfants survalorisés, les enfants dieux, les enfants tyrans, les enfants rois, sont très très mal préparés à avoir une estime d'eux-mêmes stable, parce qu'ils ont l'impression que tout dépend d'eux et qu'il suffit, par exemple, d'aimer très fort pour éviter que les gens meurent. C'est pas vrai, on le sait, la mort est plus fort que l'amour, et l'amour, tout ne dépend pas de nous. Et donc, ces deux mécanismes-là, ce sont deux leçons essentielles que l'enfant va devoir prendre pour comprendre effectivement qu'il n'est pas tout-puissant et faire le deuil de cette toute-puissance sans se déclarer profondément incapable de gérer tout ce qui lui arrive dans la vie. Vous seriez alors d'accord avec, je me permets cette citation de saint Paul, « Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Exactement, mais c'est évident, c'est accepter ses faiblesses, pas comme une forme de résignation, mais comme quelque chose d'ontologiquement humain, face à la mort, face à l'amour. Je suis nécessairement faible parce que la part de l'autre, je ne la maîtrise pas, ou la part de l'incertitude, de la finitude ou de la solitude, je ne peux pas maîtriser complètement. Et donc l'estime de soi, c'est aussi, non pas une résignation, mais une acceptation de ce qui me dépasse. Bruno Humbeek, un grand merci, on se retrouve très bientôt. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente journée.